le premier dossier, c'est une femme de 52 ans qui consulte pour des fourmis dans les jambes. Ça fait plusieurs mois que ça évolue, ça la gêne pour marcher. Et on dirait que ça remonte, puisque ça commence dans les doigts de pied, ça va jusqu'aux chevilles. Elle est un peu stressée. Et puis parfois, en fait, elle se prend les pieds dans le tapis. Elle n'a pas d'antécédent particulier. Je vous demandais de décrire les grandes lignes de votre examen clinique. Alors, vers quoi ça pourrait aller là? Donc il faut rechercher si elle a un déficit moteur périphérique, si elle a des troubles sensitifs objectifs, en gros on va rechercher un syndrome neurogène périphérique. D'accord, bah, très bien. Il faut que tu dises ça, comme ça, avec écrit. Donc le syndrome neurogène périphérique, dans lequel il y a le déficit moteur, le déficit sensitif, quoi d'autre? Il va y avoir une amyotrophie, il peut y avoir des fasciculations, les pertes des réflexes ostéotendineux. D'accord, donc ça c'est important parce que c'est la neurologie pour les nuls, hein, mais enfin en tant qu'hématologue c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que si les réflexes ils sont absents, enfin, bon bref, c'est les trucs faciles quoi. Ok. Et puis bon, j'avais mis en plus la recherche de syndrome méningé, enfin l'examen un peu classique, enfin général, voir si les paires crâniennes sont normales, s'il n'y a pas de syndrome cérébelleux, etc. Ok, donc là tu as fait ton examen neurologique. Dans ton examen clinique, tu vas essayer de savoir aussi pourquoi elle a donc un syndrome neurogène périphérique. On va rechercher donc une prise d'alcool, une prise de toxiques, si elle est diabétique. Donc là, en s'aidant de la suite du dossier, tu peux retrouver un... Tu vois, la suite du dossier, on te dit après, tu vois qu'elle a un petit pic, que tu lui donnes des traitements de chimiothérapie. Donc en fait, une des causes aussi, enfin, les gammapathies en fait, peuvent donner des neuropathies. Donc, et les gammapathies, ça veut dire que c'est quelque part des lymphocytes tumoraux qui sécrètent un anticorps qui peut donner une neuropathie. Et qui dit hémopathie lymphoïde dit ganglion, donc c'est bien de palper les aires ganglionnaires, la rate, le foie, de voir si elle a des signes généraux de l'ambiance lymphome, c'est-à-dire sueur nocturne, fièvre, altération de l'état général et tout ça. D'accord? Il y a aussi la recherche de troubles dysautonomiques dans le syndrome neurogène périphérique. Donc voir si elle a aussi une atteinte du tube digestif, de la vessie, etc. D'accord? Tu repenses au diabète, ils ont soit la diarrhée motrice, soit la constipation, la gastroparésie, la vésicoparésie, les hypotensions orthostatiques. Donc tu repenses aux complications de neuropathie végétative des diabétiques et tu retrouves. Ok? Alors, quels examens complémentaires demandez-vous donc à cette patiente qui a un syndrome neurogène périphérique? Pour objectiver le syndrome neurogène périphérique, il faut faire un électromyogramme. Et après, en fonction des données de l'interrogatoire, on va s'orienter. Donc, on va faire une glycémie à jeun. Il faut faire un bilan hépatique. On va faire une numération. Je ne sais pas si l'électrophorèse, on peut la faire d'emblée. Bah, si les gammapathies monoclonales sont une cause de neuropathie périphérique, tu es obligé de faire une électrophorèse. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les détecter. Donc oui, tu vas faire une électrophorèse. L'immunofixation d'emblée, ça se discute. L'électrophorèse, oui, ça c'est sûr. Tu peux dire immunofixation seulement s'il y a un pic. Maintenant, tu peux avoir une électrophorèse normale, un tout petit pic que tu n'arrives pas à avoir à l'électrophorèse. Et si tout le reste du bilan est négatif, tu feras peut-être une immunofixation pour être sûr que tu n'as pas un micro-pic qui peut quand même expliquer la neuropathie, mais que tu ne vois pas l'électrophorèse. D'accord? J'ai rajouté quoi? La TSH pour l'hypothyroïdie qui doit pouvoir donner ce genre de symptômes. Les dosages des vitamines B1 et B6. Et puis, voilà, c'est tout. Et la sérologie VIH,
Ce genre de pathologie, voilà, c'est bien de... Ok. Alors, question d'après. L'électromyogramme montre un ralentissement des vitesses de conduction motrice et sensitive avec augmentation des latences distales motrices. Ces anomalies prédominent aux membres inférieurs. Quelle est la physiopathologie de la symptomatologie présentée par la patiente? En gros, qu'est-ce que tu apprends l'électromyogramme? Elle a une atteinte démyélinisante des fibres motrices et sensitives et une atteinte axonale des fibres motrices, une perte axonale motrice. Pourquoi une perte axonale motrice? Parce qu'il y a une augmentation des latences distales. Ça veut juste dire que la vitesse de conduction, elle a diminué. Hein. Parce que, en fait, c'est une autre... Enfin, si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas non plus expert, mais si la latence, en fait, c'est tu te mets au bout et tu mesures le temps avant de recevoir ton signal. Donc, c'est une autre façon de traduire la vitesse de conduction. Donc, c'est une pathologie démyélinisante. D'accord, très bien. Puis, tu as également, donc, l'électrophorèse avec l'immunofixation. Expliquez-en brièvement le principe et interprétez les résultats. Donc, le principe, on l'a vu dans la conf précédente. Comment tu t'expliquerais le principe de l'électrophorèse et le principe de l'immunofixation? Alors, le principe de l'électrophorèse, donc, c'est qu'on fait migrer sur un gel d'agarose les protéines du plasma en fonction de leur poids moléculaire et de leur je trouve plus le mot. Leur charge électrique, voilà. En fait, je ne sais plus comment c'est fait, mais je crois qu'on on les met dans un produit, je ne sais plus le nom, mais je crois que c'est du SDS, qui fait que la charge électrique, elle est homogénéisée. Et du coup, en fait, il n'y a que le poids moléculaire. Du coup, on les sépare. C'est surtout leur conformation, leur poids moléculaire qui est le plus important. Ok, très bien. Donc, on les fait migrer sur un... Ok, très bien. Et l'immunofixation, c'est quoi alors? Ça, j'aurais plus de mal à l'expliquer. Donc, en fait, quand tu fais migrer tes protéines, là... Oups, pardon. Je vais faire un vrai... Voilà. Quand tu fais migrer tes protéines, elles se déposent comme ça. Hop, hop, hop. Puis il y a des bandes un peu plus grosses. Il y a la bande de l'albumine. Il y a les gamma-globulines qui sont un peu plus abondantes que les autres. Et alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Si tu mets juste un colorant des protéines, tu vois des bandes. C'est l'électrophorèse, d'accord? Si tu mets, à la place de mettre un colorant qui colore toutes les protéines pareilles, un anticorps qui va reconnaître les immunoglobulines G, eh ben, tu vas avoir, s'il n'y a pas d'immunoglobuline G monoclonale, tu vas avoir plein d'immunoglobulines G qui ont une taille quasiment pareille, mais un petit peu différente, d'accord? Donc, tu vas avoir en fait un aspect comme ça de tache un peu floue. C'est ce que vous voyez là sur l'immunofixation qui est là. Les IgG, il y a un nuage un peu d'IgG. Ça veut dire que c'est polyclonal. D'accord? Par contre, les IgM, elles sont monoclonales parce qu'il n'y a qu'une bande, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment qu'une IgM qui est sécrétée. D'accord? Donc, l'immunofixation, c'est type d'immunoglobuline par type d'immunoglobuline, savoir s'il y a une répartition polyclonale ou pas. D'accord? Et donc là, pour les IgM et pour les chaînes légères kappa, pour les chaînes lourdes M et pour les chaînes légères kappa, on voit une bande monoclonale, ce qui traduit en fait une gammapathie monoclonale IgM kappa. D'accord? C'est ça le principe de l'immunofixation. En pratique, ça te permet d'identifier un pic que tu détectes à l'électrophorèse. Ok. Quel diagnostic évoquez-vous pour expliquer le tableau clinico-biologique présenté par cette patiente et quelles explorations complémentaires vous semblent importantes? Pourquoi? Alors, comment tu peux relier le pic monoclonal et une neuropathie périphérique par atteinte démyélinisante? Bon, la question n'est pas forcément facile. En plus, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas trop le deviner. Donc, en fait, on sait que ces immunoglobulines M, IgM monoclonales, elles peuvent avoir une activité anticorps anti-myéline associative glycoprotéine, donc anti un sucre qui se trouve à côté de la myéline, d'accord? Ça s'appelle activité anti-MAG, pour MAG c'est myéline associative glycoprotéine. Et donc cette activité anti-MAG,
elle va entraîner une inflammation au niveau de la myéline et donc une destruction des gaines de myéline et donc le tableau de neuropathie périphérique. D'accord ? L'autre grand mécanisme par lequel ça peut faire des atteintes neurogènes, les IgM, c'est si elles ont une activité cryoglobuline. Dans ce cas-là, au froid, elles vont elles vont pouvoir se déposer. Ça fait une vascularite en fait. Et comme toutes les vascularites, ça peut avoir une atteinte neurologique. Mais c'est pas dans l'activité cryo, c'est pas une neuropathie périphérique comme dans le diabète ou l'alcool qui touche d'abord les voies les plus longues comme dans l'activité anti-MAG, c'est plutôt des mono ou des multinéphrites. D'accord ? Donc on évoque le diagnostic de maladie de Waldenström parce qu'il y a une gammapathie monoclonale IgM kappa, ça pourrait être lambda, hein, avec activité anti-MAG, myéline associative glycoprotéine, de cette IgM monoclonale. On fait, pour arriver au diagnostic de maladie de Waldenström, tu sais, il faut le pic et puis il faut la tumeur quelque part, il faut les cellules, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut un myélogramme. Ouais. Donc, en pratique, on fait des biopsies ostéomédulaires. En fait, la maladie de Waldenström, c'est une maladie qui est un peu entre le lymphome et le myélome. Et tu sais que dans les lymphomes, on fait plutôt des biopsies ostéomédulaires que des myélogrammes. Ben, dans la maladie de Waldenström, on fait aussi une biopsie, ça permet de mieux apprécier l'envahissement médulaire. D'accord ? L'activité anti-MAG, on peut la rechercher, donc tu coches recherche d'activité anti-MAG, et en gros, les gens au laboratoire, ils vont prendre le sérum du patient, ils vont le mettre sur de la myéline, et ils vont voir s'il y a une destruction, si le sérum reconnaît la myéline. D'accord ? Ils ne vont pas voir la destruction de la myéline parce qu'il n'y a pas toutes les cellules inflammatoires et tout ça, mais ils vont voir s'il y a une reconnaissance. Et puis, recherche d'une cryoglobulinémie, donc ça, la cryoglobulinémie, c'est une immunoglobuline qui précipite à froid. Et donc là, l'IgM peut avoir cette activité de précipitation à froid. Et donc ça, on le fait, en fait, c'est un prélèvement qui doit être fait à 37 degrés. On fait le prélèvement normalement. Et on le transporte à 37 degrés au laboratoire, où il est centrifugé à 37 degrés, pour pas que dans l'intervalle de temps, comme dans ton tube, la température va baisser par rapport au corps, ça peut précipiter à cet endroit-là. Et donc tu peux avoir des faux négatifs de la cryoglobulinémie. D'accord ? Dans toutes les gammapathies monoclonales, on va regarder s'il n'y a pas une excrétion urinaire. Donc là, tu recherches une protéinurie de Benz-Jones. C'est-à-dire que tu vas regarder si tu ne trouves pas de la chaîne légère kappa au niveau des urines. OK ? Et puis, dans le Waldenström, la bêta-2 microglobuline a une valeur prognostique, donc on va la faire. Et on va faire aussi un dosage des LDH. Normalement, les LDH sont dans des valeurs normales dans le Waldenström, mais si c'est augmenté, ça fait évoquer un lymphome agressif, déjà une transformation. OK ? Donc là, la question est un peu compliquée, hein. Mais si tu ne connais pas le tableau, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est difficile de le deviner. Mais en gros, il y a des Waldenström qui se présentent comme ça, avec une neuropathie périphérique, démyélinisantes, parce que leur IgM a une activité anti-myéline. OK ? Les cryoglobulinémies, ça ne peut pas se rechercher à plusieurs températures, enfin à 2 températures, à chaud et à froid. Ça, c'est quand tu cherches des agglutinines froides, en fait. C'est différent. Les agglutinines froides, c'est des anticorps antiglobules rouges qui précipitent les globules rouges à froid. La cryoglobuline, c'est un anticorps anti, on ne sait pas trop quoi, mais qui va entraîner non pas un tableau d'agglutination, d'hémolyse, mais que ça va entraîner un tableau de vascularite et de préférence au froid. D'accord ? Et pour les agglutinines froides, il y a des agglutinines froides à froid, il y en a aussi qui agglutinent à froid et hémolysent à chaud. Donc les biphasiques. Donc, tu peux... OK ? Alors, on lui fait un traitement par rituximab, fludarabine, endoxan. Rituximab, c'est un anticorps anti-CD20. C'est un anticorps qui va détruire les lymphocytes B qui portent le CD20. Okay ? Fludarabine, c'est un analogue nucléosidique, c'est un immunosuppresseur qui va en fait... c'est un médicament qui entraîne une délétion en purine, en base purique dans les cellules, et les cellules qui divisent beaucoup comme les lymphocytes, ils vont souffrir de ça et ils vont mourir. Et l'endoxan, c'est un alkylant. C'est comme ça qu'on traite les maladies de Waldenström actuellement. Enfin, c'est un des traitements de la maladie de Waldenström. Après 3 cures, la patiente revient un peu dyspnéique, avec une numération qui monte 7,5 g d'hémoglobine, 3700 leucocytes, 154 000 plaquettes.
quels peuvent être les mécanismes expliquant l'anémie? Donc comment on peut expliquer chez une dame qui a une maladie de Waldenström une anémie qui survient après 3 cures de traitement? Soit le traitement n'est pas efficace et il y a un syndrome d'envahissement médulaire. D'accord, c'est bien. Soit elle a une aplasie, mais en fait les autres lignées sont pas tellement atteintes. Ouais, donc c'est peu probable que ce soit une toxicité médulaire. Donc une anémie, c'est toujours centrale ou périphérique. Donc centrale, tu m'as dit progression de la maladie de Waldenström. Ok, très bien. Et périphérique, la myélosuppression post-chimiothérapie, je l'ai coté là en fait. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est peu probable. Comment on pourrait imaginer qu'elle ait une anémie périphérique, cette dame? Elle peut saigner de quelque part, mais je ne sais pas d'où. D'accord, c'est une bonne idée. Donc en fait, anémie, soit tu saignes, soit tu détruis tes globules rouges. Donc elle peut avoir une anémie hémolytique. Et en particulier, en fait, là on l'évoquera parce qu'on sait qu'avec la fludarabine, il peut y avoir des anémies hémolytiques auto-immunes. Ça favorise les anémies hémolytiques auto-immunes. Et puis elle a aussi une maladie quand même, la maladie de Waldenström. Comme toutes les hémopathies lymphoïdes, c'est un peu à risque de faire des anémies hémolytiques auto-immunes. Et puis, l'autre hypothèse, c'est l'hémodilution. Tu sais, quand tu as une IgM, bon là, elle a un tout petit pic, hein, ça n'explique pas, ou une splénomégalie, dans les maladies de Waldenström, il y a souvent une splénomégalie, tu peux avoir une hémodilution qui explique l'anémie, mais là encore, on ne comprend pas trop que ça arrive pendant le traitement, quoi. D'accord? Ce serait plutôt au diagnostic. Ok? C'était juste pour c'est juste une question pour réfléchir un peu au mécanisme de l'anémie. Mais j'ai une question. Quand c'est une hémodilution, est-ce qu'on est dyspnéique? Parce que c'est pas une vraie anémie. Oui, ils sont symptomatiques, les gens qui ont une hémodilution. Ouais. C'est pas bête ta question, mais en fait, ils sont symptomatiques. Ouais. Y a-t-il une indication à la transfusion de globules rouges? Si oui, quel type de produit demandez-vous justifié? Est-ce que tu la transfuses? Oui, parce qu'elle est symptomatique. Très bien, parfait. Alors, quel type de produit tu vas demander? Alors, il faut qu'elle soit isogroupe, isorésus. Combien de culots tu vas lui passer? 2. On fait toujours 2, hein, c'est facile. Sauf s'ils ont une anémie profonde, dans ce cas tu fais 2 et puis tu vois comment ils sont et puis tu en refais 2 éventuellement. Mais on fait jamais moins de 2. Et voilà, sauf s'ils sont en surcharge et que, tu vois. Mais en gros, le truc de base c'est 2 culots. Et en fait, le truc que tu peux, je pense pas deviner, chez ces patients, en fait, ils sont très immunodéprimés. Ils ont des lymphocytes T qui sont complètement à plat à cause de la fludarabine. Et ils ont un risque avec la transfusion. Dans les transfusions de globules rouges, il y a toujours quelques petits globules blancs qui persistent, quelques petits lymphocytes des donneurs. Et donc, on leur transfuse des produits qui sont irradiés et déleucocytés pour éviter qu'ils fassent une réaction du greffon contre l'autre transfusionnelle. Bon, c'est un petit peu sioux, ça. C'est pas à retenir par cœur, c'est juste pour vous. Si vous avez vu dans les indications des globules rouges, on peut dire qu'ils peuvent être irradiés, ils peuvent être déleucocytés, etc. Ben là, c'est un cas où il faut qu'ils soient irradiés. Okay. L'irradiation des globules rouges, juste, ça détruit l'ADN des cellules. Comme les globules rouges n'ont pas d'ADN, ça ne leur pose pas de problème, mais par contre, si les leucocytes résiduels, ils ont l'ADN détruit, ils sont inefficaces. Ok? D'accord. Je croyais qu'ils étaient toujours des leucocytés maintenant. Non, ça dépend des hôpitaux, mais non, normalement, ils ne sont pas tous irradiés. Voilà. Vous perdez de vue la patiente. 5 ans plus tard, elle se présente à votre consultation pour une épistaxis un peu tenace. Le bilan qu'on lui a prescrit la semaine précédente pour des acouphènes et une sensation de fatigue est le suivant. Pic estimé à 65 grammes par litre. Hémoglobine 13,5 g d'hémoglobine, 5200 leucos. Formule normale. Plaquette 235 000. TP 98%, TCA 49 secondes pour un témoin à 32. Alors, qu'est-ce qu'elle présente comme syndrome et quels examens complémentaires tu demandes et comment tu la traites? Là, elle a un épistaxis, des acouphènes, une fatigue, un pic monstrueux. Un syndrome d'hyperviscosité sanguine. Bien, bravo. Parce qu'en fait, elle a des IgM. Ouais, en plus, c'est très visqueux les IgM, hein, ça fait des gros paquets. Ça s'agrège en pentamère et c'est très visqueux. Comment t'expliques son TCA allongé?
En fait, là, le plus probable, mais je ne te demande pas de le savoir, hein, c'était juste, c'est amusant. IgM, j'ai des gens qui ont un syndrome d'hyperviscosité comme ça. Déjà, in vitro, ça peut perturber le test. Parce que le TSA, c'est les tests in vitro, donc ils regardent comment ça coagule. Bah, si tu as un sang hyper visqueux, il ne va pas coaguler de la même façon qu'un sang pas visqueux. Donc c'est des patients, par exemple, pour leur poser... Enfin, ils n'ont pas forcément des troubles de l'hémostase, mais dans les tests, ils sont faussés. L'autre cause, ça peut être une maladie de Willebrand acquise. Parce que leur IgM, elle peut avoir une activité anti-Willebrand, et donc tu manques de facteur Willebrand et tu as une maladie de Willebrand acquise. D'accord? Donc du coup, les examens complémentaires, ils découlent de ça. C'est-à-dire que tu vas faire les dosages du Willebrand en antigène et en activité pour voir si tu as un Willebrand acquis. Et puis tu vas rechercher d'autres éléments du syndrome d'hyperviscosité, donc tu vas faire le fond d'œil, etc. OK? Fond d'œil, exploration de l'hémostase. Donc tu fais un TCA avec plasma de témoin, bah, ça ne corrigera pas parce que ce n'est pas un déficit en facteur. Et tu fais les dosages de Willebrand. Et comment tu la traites alors? Donc là, il y a l'épistaxis et l'hyperviscosité liées à une IgM monoclonale. On peut faire un traitement symptomatique de l'épistaxis. Ouais, très bien. C'est-à-dire? On va faire un méchage. Je ne me rappelle plus comment ça se traite, moi. C'est toujours d'abord compression bidigitale. Ah, c'est bête, hein, l'épistaxis. D'abord, tu essayes d'appuyer sur le nez, après, tu mets des mèches. OK. Et puis pour l'hyperviscosité, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça serait un vacaise, on ferait une saignée. Mais là, la saignée, elle ne va pas permettre de... Ouais. Je ne sais pas comment on se débarrasse des gènes. On fait un échange plasmatique. D'accord? Donc en fait, tu branches la patiente à une machine de plasmaphérèse, tu lui sors du sang, tu tries le plasma, tu lui rends ses cellules, le plasma tu le jettes à la poubelle ou tu le donnes à un laboratoire de recherche et tu lui donnes à la place soit de l'albumine, soit du plasma frais congelé. Ok? Comme ça va remplacer le plasma. Et puis il faut commencer un traitement. Parce que si tu commences pas un traitement, une IgM ça a une demi-vie de 7 jours, donc dans une semaine c'est la même situation. Donc il faut commencer un traitement pour diminuer la production des IgM. D'accord? Bon, c'est peut-être un dossier un peu compliqué, mais c'était pour que... Bon, Waldenström, c'est pas une maladie fréquente, mais c'est une maladie intéressante parce que ça donne des atteintes neurologiques, ça peut donner donner des Willebrand acquis, etc. Ça peut avoir pas mal de symptômes assez amusants comme ça. Peut-être que le dossier était un petit peu difficile. Je pense qu'à l'internat, ça ne serait pas très discriminant un dossier comme ça, parce qu'il y a plein de monde qui ne va pas trouver les réponses. Genre la question sur la fludarabine, elle est peut-être un peu compliquée, mais c'était aussi pour vous montrer un peu ce que ça donnait le Waldenström. C'est quand même une maladie assez intéressante. D'accord ? Est-ce qu'on met un protecteur vésical, l'uromitexan, parce que vu que ça donne des cystites hémorragiques, le cyclophosphamide... Alors l'endoxan, en fait, ça donne effectivement des cystites hémorragiques à des doses faibles, en dessous de 1 g par mètre carré. On ne donne pas en général d'uromitoxan.
Si jamais il y a des doses plus fortes, on en donne effectivement, mais le niveau de preuve n'est pas très élevé, mais c'est une pratique qu'on fait. Ouais. Et surtout, on alcalinise les urines et on fait en sorte que les patients pissent beaucoup. Oui, parce que je me disais, vu que là, déjà qu'il a une hématurie... Oui, effectivement, tu peux faire ça. Ok. Alors, il répond bien à vos traitements, ce qui est quasiment toujours le cas dans la forme de Burkitt. Et donc, il reçoit des anthracyclines. Et puis, 7 jours après avoir reçu donc, le Copadem, là, le traitement où il y a des anthracyclines, il a 400 leucocytes, 9,4 g d'hémoglobine, 72 000 plaquettes, donc il est en aplasie. Vous êtes appelé pour une fièvre à 39, sans frisson, l'examen clinique est normal. Quelle est votre attitude diagnostique et thérapeutique? Une aplasie fébrile où tout est normal, est-ce que tu mets des antibiotiques? Oui, très bien. Parce que de toute façon, il est à risque infectieux. Donc en gros, ça c'est bien, c'était juste un piège, c'était juste pour insister, il n'y a pas d'aplasie fébrile qui ne nécessite pas d'antibiotiques. Hein. Actuellement, ils ont toujours une antibiothérapie. Il faut faire le diagnostic de l'infection, donc faire des hémocultures, un ECBU, des radios de thorax, enfin une radio de thorax et un examen clinique. Prélever éventuellement, donc les hémocultures, il faut les faire à la fois sur le PAC et à la fois en périphérie, on verra plus tard pourquoi. Au plan thérapeutique, on l'a déjà vu tout à l'heure, une antibiothérapie ciblée sur les bacilles gram négatifs, ciblée qui couvre les germes nosocomiaux, parce que ce patient il est hospitalisé depuis quelques jours. Et on a le droit de faire une monothérapie quand les patients n'ont pas de défaillance hémodynamique, pas de frisson, pas d'argument sous-jacent pour un germe résistant aux antibiotiques comme un pio ou quelque chose comme ça. Donc, je vous redis, là, nous on fait piperacilline, tazobactam en général. Voilà. Ah oui, je vous ai remis dans la correction. Il y a une petite différence entre l'ESIL, qui est la société savante spécialisée dans les prises en charge des patients immunodéprimés au plan infectieux, et le PILI sur l'antibiothérapie de première ligne. Le PILI, il reste encore à dire qu'il faut faire une bithérapie avec des aminosides. L'ESIL recommande une monothérapie. Honnêtement, on fait la plupart du temps de la monothérapie par une bêta-lactamine à très large spectre. Bon, pour l'internat, si vous mettez une bithérapie, je pense qu'on ne vous en voudra pas. Ah oui, et alors ce patient, il nous disait avoir une allergie à l'augmentin dans l'énoncé. Allergie digestive à l'augmentin, en général, c'est des gens qui prennent de l'augmentin et qui ont la diarrhée, ce n'est pas une allergie. Et donc ça ne contre-indique absolument pas l'utilisation des bêta-lactamines. Donc il faut le réinterroger, dire que s'il n'a pas fait une éruption urticarienne ou une toxidermie grave ou un choc anaphylactique, il n'y a pas de contre-indication à l'usage des bêta-lactamines ni de l'augmentin. Et donc on peut lui donner tranquillement. Par contre, si on confirme l'allergie vraie à l'augmentin de type urticaire ou choc anaphylactique, on va éviter les bêta-lactamines. Et donc dans ce cas-là, on peut faire une association d'astréonam avec qui est une bêta-lactamine mais peu allergisante, associée à un glycopeptide pour couvrir les coccygram+, et à une quinolone. Donc c'est Azactam, Ciflox, vancomycine. Ok. Il est apyrétique le lendemain parce que vous avez été trop fort. Et puis on vous appelle parce qu'il y a une hémoc qui pousse sur le cathéter veineux central à staphylocoque coagulase négative. Quels sont en général les critères qui doivent faire suspecter une infection du cathéter veineux central? Et pour ce patient qui a une hémoc à staph coagulase négative, qu'est-ce que vous faites en particulier? Si localement on a des signes infectieux, que c'est érythémateux, que c'est suintant, douloureux, à ce moment-là, c'est plus suspect. Donc ça, c'est l'argument clinique. Localement, le cathéter est suspect. Il est douloureux, inflammatoire, etc. Après, il y a des arguments bactériologiques. Il y a des germes le staphylocoque doré. Ah, si c'est un staph doré, c'est sûr que tu penseras à une porte d'entrée cutanée et donc au cathéter, ça c'est vrai. C'est surtout, tu peux avoir un staph doré qui vient, je sais pas, d'une furonculose et tu mesures, tu vois, il fait une septicémie à staph doré et tu en as à la fois en périphérie et dans les mocs que tu prélèves là. Donc c'est pas forcément que le cathé est infecté, mais bon, je suis d'accord, si c'est un staph doré, c'est assez suspect.
Ouais, mais s'il y en a que sur le cathéter central. S'il n'y en a que sur le cathéter, que du SAF doré sur le cathéter, c'est sûr que c'est extrêmement suspect. De toute façon, tu le retires, mais on le verra à la question d'après ça. En fait, je voulais te faire dire que c'est pour ça qu'on fait des hémocultures couplées. C'est-à-dire qu'on prélève à la fois sur le cathéter et à la fois en périphérie une hémoculture. Et on met les deux en même temps dans l'incubateur et on attend de voir laquelle pousse en premier. Si celle qui pousse en premier, c'est le cathéter et qu'il y a un délai d'au moins 2 heures avant que l'hémoculture en périphérie pousse, c'est très très en faveur d'une infection du cathéter. D'accord ? Donc c'est l'intérêt de demander à l'infirmière de prélever à la fois sur le cathéter veineux central et à la fois en périphérie une hémoculture. Ok ? Et puis si jamais tu as une hémoc à je ne sais pas quel germe et que sur les couvillons du point de ponction du cathéter tu trouves le même germe, bah là aussi c'est très en faveur d'une infection bien sûr. Mais dans ces cas-là, ils ont en général le critère clinique. Alors ce patient, il a juste une hémoc à staph blanc et il va bien. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, vu que cliniquement on n'a rien, il n'y a pas d'autre, enfin, le prélèvement périphérique négatif, qu'il n'y a que ce prélèvement-là qui est positif.